Angèle Lévy, je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord avec vous-même. Pas toujours. Pas toujours. C'est ça aussi la science peut-être, c'est de ne jamais être complètement d'accord avec soi-même. Il n'y a pas que dans la science, je crois. Oui, c'est vrai. Alors là, on est quand même sur un ressort de la géographie, moi des sciences qui s'intéressent à l'espace, c'est une forme d'exotisme, c'est être capable de voir peut-être quelque chose de nouveau dans quelque chose qui est sous nos yeux, d'avoir une lecture différente. Quand on est habitué à un espace, finalement, on ne voit pas tout, et quand on y arrive, on voit quelque chose auquel on n'est pas habitué. Hein. Et puis le géographe, c'est aussi celui qui dit qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a des géographes partout sur Terre, parce qu'il y a des ailleurs partout sur Terre. Mais là, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est la question politique. Alors, peut-être une question au long cours, une question qui pourrait nous tenir longtemps, c'est d'abord, je crois que la géographie politique a été une de vos entrées principales, notamment votre thèse d'État, dans la géographie. Donc, quel lien, est-ce qu'il y a une filiation avec l'intelligence spatiale? Est-ce que c'était le début de l'intelligence spatiale qui n'en avait pas le nom? Et puis, finalement, en quoi la compréhension de l'espace, la compréhension des spatialités est finalement essentielle dans le bon fonctionnement des démocraties, et notamment dans la capacité à produire des vérités sur lesquelles les citoyens peuvent se baser pour décider de leur avenir? Oui, globalement, on a sous-estimé, je pense, la dimension spatiale du social parce que on vivait dans des sociétés où la dimension de l'État, d'une part, et la dimension de l'économie, donc comme dans l'État-providence, où c'est l'État qui fait circuler des grandes quantités de valeurs monétaires. Ça a occupé, ça continue à occuper. D'ailleurs, on le voit dans les débats publics, une grande part de l'attention. Ce sont les citoyens d'une certaine façon qui en décident. Mais il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire que plus on parle de quelque chose aussi, plus on a tendance à croire qu'il est important. Et c'est vrai que ce qui s'est passé en particulier, enfin, ce qui s'est passé un peu partout en Occident, mais en particulier en France, c'est que la découverte de cartes électorales étranges a joué un certain rôle, hein, et je l'ai bien vu, et puis d'autres géographes l'ont vu, c'est-à-dire que on s'est mis à intéresser les gens parce que il y avait eu, par exemple, en 2002, à l'élection présidentielle, une géographie très bizarre du vote pour Jean-Marie Le Pen à la présidentielle, mais en fait, ça remontait dans l'histoire politique française au référendum sur le traité de Maastricht, où en 1992, où pour la première fois, on avait vu une carte très bizarre. Personnellement, à ce moment-là, je terminais une thèse et j'avais passé les années précédentes à regarder toutes les cartes électorales disponibles de toute l'histoire politique de la France. Et soudain, le référendum a lieu et puis on essaye de cartographier ça et on voit que c'est une carte qui ne ressemblait à aucune autre précédente, notamment parce que, en gros, les centres des grandes villes avaient tous voté oui, sauf de très rares exceptions, et le reste du territoire avait plutôt voté non. Et il y avait aussi quelques régions qui faisaient la carte du oui et d'autres régions qui faisaient la carte du non. Donc, effectivement, je pense que ça fait partie d'une prise de conscience, comme avec aussi les questions de justice spatiale. Il s'est trouvé qu'avec Jean-Nicolas Fauchy et Anna Pauvoise, qui est membre de la chaire, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui, nous avons sorti en 2018 un livre qui s'appelle Théorie de la justice spatiale, juste au moment où il y avait le développement des gilets jaunes. Et la chose amusante, c'est que nous avons été invités dans pas mal d'émissions de médias grand public parce que les journalistes faisaient eux-mêmes le lien entre le mouvement des gilets jaunes dans son expression explicite que faisaient ces militants et la notion de justice spatiale. Ils avaient raison, c'était bien une question de justice spatiale, en tout cas au départ. Et donc là, on voit que c'est peut-être par la politique que finalement la société prend conscience d'elle-même, notamment dans cette dimension-là, que habiter, cohabiter, c'est quand même absolument essentiel pour qu'une société fonctionne.
Et habiter, cohabiter, c'est justement, on pourrait dire, la dimension spatiale de l'existence avec autrui. Hein, donc, on peut pas habiter tout seul en fait dans une société, et donc toute habitation est aussi une cohabitation. Et c'est cette association entre habitation et cohabitation qui constitue finalement le cœur de l'espace politique, de la géographie politique. Donc, je pense que ça se comprend de plus en plus, et vous voyez bien que c'est pas tout à fait les mêmes logiques que les logiques de la redistribution de valeurs monétaires, qui elles sont des logiques de jeu à somme nulle. Hein. Ce que je te donne, tu ne l'auras pas. Ce que je te donne, tu l'auras, mais moi je l'aurai pas, pardon. Et alors que en fait, les logiques de justice spatiale sont d'un autre ordre. En particulier, le fait que plusieurs personnes soient au même endroit, que beaucoup de personnes soient au même endroit, et fassent par exemple une ville, ben ça va augmenter la productivité générale de la société. Hein. C'est encore plus vrai maintenant qu'avant. Hein. En France, à part une dizaine de grandes villes, tout le reste du territoire, en fait, a un PIB inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Hein. Donc, c'est uniquement cette douzaine de métropoles qui font tenir à la France son rang. Donc, ça veut dire que ça marche la concentration. Donc ça veut dire que plus on a de monde au même endroit, plus ça va être utile à tout le monde. Donc on va pas être dans une logique de si j'y suis, tu ne peux pas y être. Si on appliquait cette logique du jeu à somme nulle à l'espace, on aurait, ça peut exister de temps en temps. Hein, je veux dire, si je préfère être seul dans une station de ski pour avoir les remontées mécaniques pour moi tout seul. Donc il peut y avoir des moments de jeu à somme nulle, voire négative dans l'espace, mais il n'y a pas que ça. Et finalement, le grand enjeu de la justice spatiale, c'est les biens publics, c'est-à-dire l'éducation, la santé, etc. Des choses qui, en fait, augmentent de valeur quand ils sont à la disposition de tout le monde. Non, je crois que Dorian a une question. Oui, en effet, il y a une question posée sur Twitch. Dans la présentation que vous faites de la géographie politique, quelle est la différence entre la géopolitique et la géographie du politique? Dans cette étude, dans ce questionnement de la dimension spatiale du politique, ne s'agit-il pas finalement que de géopolitique, de stratégie de contrôle, plus que notre approche que vous semblez présenter ici? Oui, ça nous emmènerait très loin. C'est une très bonne question. Alors, donc moi, je pense en effet que la géopolitique et la géographie du politique sont quasiment antithétiques dans la mesure où la géographie du politique s'est fondée sur la légitimité. Hein. Le politique, moi, j'ai été beaucoup inspiré par des auteurs comme Machiavel, Bodin, enfin donc des auteurs en fait les premiers penseurs du politique dans l'Europe de la Renaissance, mais aussi avant peut-être un certain nombre de penseurs grecs, mais qui montraient bien que même s'il y avait de la violence dans le politique, ce qui faisait tenir une société, et notamment le pouvoir, hein, puisque Machiavel il conseillait des princes qui prenaient le contrôle d'un territoire grâce à une armée, hein, en chassant une autre armée. Donc la violence, elle était là, mais il leur disait, ok, tu peux prendre le pouvoir par la violence, mais ensuite, si tu veux le garder, tu as besoin de la légitimité. Et la géopolitique, au contraire, fait de la violence un régulateur fondamental. Je veux dire, il suffit de regarder des gens comme Saddam Hussein ou Vladimir Poutine actuellement pour comprendre ce que c'est le cœur de la géopolitique. Hein. C'est l'idée que finalement une société a tout intérêt à être tout le temps en guerre, donc à tuer le débat politique en son sein pour se présenter unie face à ses adversaires. Et en fait, on voit bien par exemple Vladimir Poutine face à l'Ukraine, il comprend pas l'idée que les Ukrainiens pourraient avoir un point de vue sur leur propre avenir. Il considère que l'avenir des Ukrainiens, ça doit se discuter avec lui d'abord, avec lui-même, et éventuellement avec Joe Biden. Et puis c'est bon. Hein, donc ça, c'est typiquement une approche géopolitique du monde qui est, à mon avis, en déclin
Et donc là, j'ai pas le temps de le démontrer, mais effectivement, je pense que aujourd'hui, ce qui est en train de s'esquisser, c'est plutôt qu'une guerre mondiale entre des États qui essayent de contrôler des territoires, ça existe de moins en moins, ça. C'est plutôt une guerre civile mondiale à basse intensité, certes, mais donc plutôt civile au sens où les enjeux sont fondamentalement d'un modèle politique qui va l'emporter. Est-ce que c'est le modèle de la société des individus, de la République démocratique, ou est-ce que c'est un modèle inverse? La Chine, le gouvernement chinois hier, je crois, ou avant-hier, a fait un forum de la démocratie, hein, donc montrant que la Chine actuelle, c'est le modèle épuré de la démocratie, dont tous les autres pays pourraient profiter. Donc là, il y a vraiment une antinomie majeure qui est d'abord politique avant d'être éventuellement commerciale et géopolitique. Alors, on va prendre merci pour cette réponse. On va prendre une question dans la salle, puisqu'il y a quand même des personnes qui ont fait le plaisir de se déplacer, de venir nous voir. Et puis, on essaiera de répondre de manière courte, parce qu'on a un peu dépassé notre temps. On va peut-être finir aussi sur des questions de post-vérité de manière assez condensée, parce que ça me paraît être un point important dans une arène de débat autour de la question de la science et de la possibilité des sciences. Monsieur. Une ou deux petites questions et remarques. J'ai trouvé d'abord un peu amusant, en quelque sorte, que la question sur l'Allemagne et l'Europe, vous posiez, que Jacques a répondu en parlant de deux choses, le fédéralisme et le cannabis. Je trouve ce rapprochement assez intéressant. Je me suis demandé s'il y avait un sens possible de ce rapprochement. Peut-être qu'il y en a un. Alors, et pour suggérer ce drôle de rapprochement, le sens possible de ce rapprochement, je reviens quand même à cette distinction que tu as faite, que je trouvais très intéressante, entre l'espace et la spatialité. La spatialité, cette différence, c'est que la spatialité, c'est ce qui permet de jouer ensemble sur un terrain de foot, ou même la musique avec quatre corps. Voilà, il y aurait quelque chose comme ça. Donc, cette valeur très forte de la spatialité. Donc ça me paraît très intéressant, et peut-être donc, si c'est tirer des fils, peut-être que ce dont on aurait besoin pour faire l'Europe, c'est en effet un art de la spatialité. Comme ça. Donc, on a besoin en effet de culture de la spatialité, qui est tout l'enjeu peut-être d'ailleurs, et de cette chaire, et de beaucoup de travaux et de démarches. Alors, à partir de là, voilà la question. Et pour revenir toujours de manière amusante, peut-être que le cannabis aide à comprendre la spatialité. Sa légalisation ou sa consommation? Oui. Les deux. Il y a toutes sortes d'ivresse. Il y a le cannabis. Il y a l'ivresse amoureuse, l'ivresse de l'intelligence. Mais voilà, peut-être qu'on a besoin de cette. Comprendre la spatialité n'est pas qu'une affaire intellectuelle ou savante. Pour faire une bonne passe, il y a de la technicité, mais il y a peut-être autre chose. Alors maintenant, quand même, la petite question simplement de compréhension. Parce que dans le cas de la route israélo-palestinienne, d'ailleurs le mot ne va pas parce que ce n'est pas un trait d'union, un trait de division entre l'israélo-palestinien, mais là, je n'ai pas très bien compris parce que j'ai vu apparaître le mot de co-spatialité, mais alors cette fois, il était utilisé, m'a-t-il semblé, négativement, comme ce qui sépare. Alors ça, je n'ai pas compris, parce que après ça, un peu plus tard, tu vas parler de habitation égale cohabitation, n'est-ce pas? Pour moi, le co-spatialité, c'est la spatialité. C'est la spatialité. Donc, moi, je n'ai pas compris, c'est pour ça que je fais une question d'ignorant. Comme je ne suis ni géographe, ni tout ça, ça m'intéresserait de savoir si j'ai mal compris ou si il y a une subtilité qui m'a échappé. Non, c'est qu'elle m'a aussi un peu échappé, au sens où c'est vrai, la cospatialité, c'est dans le vocabulaire du dictionnaire de la géographie qu'on a conçu avec Michel Luceau, c'est l'idée qu'en effet, des couches spatiales différentes communiquent. C'est une des trois interspatialités avec l'interface et l'emboîtement dont j'ai parlé à propos du fédéralisme. Donc c'est peut-être la plus facile parce que en fait l'avantage de la cospatialité, c'est qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Par exemple, un phénomène à la mode actuellement, c'est la staycation, c'est-à-dire partir en vacances sur place
Hein, donc c'est typiquement un phénomène de cospatialité. Hein. Vous allez à l'hôtel qui est dans le même quartier que votre appartement, mais vous allez changer de vie pendant quelques jours parce que vous allez faire de l'ici un ailleurs. En fait, voilà. Donc ça, c'est en effet cospatialité. Normalement, c'est quand ça marche. Donc effectivement, il faudrait inventer un autre mot. Donc c'est une interspatialité de couches qui marche ou qui ne marche pas. Et effectivement, dans le cas de l'occupation de la Cisjordanie, du spatiocide de la Cisjordanie, c'est justement de fabriquer des couches, mais avec l'idée qu'elles ne communiquent pas l'une avec l'autre. Hein. Voilà, effectivement, cette critique est juste et il me manque un mot. Voilà. Alors, cette fois-ci, j'ai... Est-ce qu'on dit un mot de la post-vérité, très rapidement? Ben oui, d'accord. Donc la post-vérité, ça devrait pas être trop notre truc, nous chercheurs, hein, mais il me semble que le débat n'est pas complètement clos sur le sujet. Hein. J'étais un petit peu jeune quand il y avait cette notion de science bourgeoise et sciences prolétariennes. Je ne sais pas si ça vous évoque des choses, mais il y avait par exemple eu un article dans une revue marxiste savante qui s'appelait La Pensée et qui, je crois, avait pour titre Géomorphologie bourgeoise et géomorphologie prolétarienne. Et donc, c'était possible de découper le monde comme si vous voulez, le premier niveau d'arborescence du découpage des savoirs, c'était entre des choix idéologiques opposés. Donc, il y a toujours des gens qui sont assez intéressés par cette approche, qui aimeraient bien que la science fonctionne comme ça, qui s'y emploient. Et puis, il faut reconnaître que le chercheur lui-même, c'est une personne qui a plusieurs types de logiques et n'est pas du tout scandaleux qu'il soit un citoyen et même un militant en plus d'être chercheur. Donc toute la question, c'est dans quelle mesure on peut trouver une autonomie dans la recherche sans illusion, sans l'illusion de croire que les chercheurs vivraient dans leur tour d'ivoire. Donc effectivement, la vérité, c'est notre métier, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas en dévier d'un pouce. La société nous fait confiance pour produire de la vérité n'étant pas donc une chose qui préexiste. Hein, le paradigme positiviste, qui est peut-être encore présent, qui est sûrement encore présent dans certains laboratoires, c'est de croire qu'en fait la vérité est déjà là, qu'elle est cachée à nous par un rideau et que le chercheur est un ouvreur de rideau. Alors que l'approche constructiviste de la vérité, c'est de dire que la vérité est une invention, ce qui veut dire que il y a une histoire de la vérité. Hein, donc c'est pas une métaphysique de la vérité, mais personnellement, je trouve que la critique de la métaphysique de la vérité ne devrait pas nous inciter à rejeter le concept de vérité. Je pense qu'il est intéressant pour reprendre la typologie très astucieuse que Stéphane Lambrecht nous a proposé tout à l'heure. Je fais plutôt partie des gens qui pensent que les questions, c'est le plus important, que en fait, une fois qu'on a posé les questions, le plus dur est fait, d'une certaine façon, enfin, l'essentiel est fait, c'est-à-dire que les réponses sont une déclinaison des questions, parce que la manière de poser les questions induit des réponses au sens qu'il peut y avoir plusieurs réponses, mais pas toutes. C'est-à-dire que poser une question, c'est éliminer l'immense majorité des réponses possibles, et c'est pour ça que c'est tellement important de problématiser, hein, c'est-à-dire de poser la question qui va à la fois nous ouvrir la piste du travail de recherche, mais en même temps éliminer une quantité incroyable de projets possibles. Et si on doit terminer, je voudrais terminer par une petite devinette, en fait, qui m'a beaucoup impressionné. Donc, vous imaginez
un randonneur qui part le matin à 8 heures et qui arrive après 9 heures de marche, donc à 17 heures, en haut du sentier qu'il a choisi de prendre. Le lendemain, il refait le même parcours en descendant. Il part à 10 heures et là, il met un peu moins de temps parce que c'est en descente. Il arrive à 18 heures tout en bas. Et la question, c'est est-ce qu'il existe un point où, à l'aller et au retour, le personnage était au même moment. Quand on entend cette question, on commence par se gratter la tête, par se demander, c'est compliqué, alors on commence à essayer de faire des calculs, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, la vitesse, on pose des questions complémentaires, on dit oui, alors mais à quelle vitesse il allait, etc. Puis maintenant, je vais vous poser une autre devinette. Imaginons deux marcheurs, un qui est en haut et un qui est en bas. Chacun part donc aux mêmes heures que ce que j'avais donné dans l'autre histoire. Et donc, cette fois-ci, c'est en même temps qu'il marche. Et si je vous dis, est-ce qu'il existe un point où ces deux personnages vont être au même moment? Évidemment, il y en a un. C'est au moment où ils vont se croiser. Et donc, en réalité, c'est la même question que je vous ai posée deux fois. Et donc, en général, on est assez déprimé. Hein. Enfin, moi-même, j'ai été très déprimé en voyant que j'arrivais pas bien à comprendre cette histoire. Et puis, après, je me suis vengé sur d'autres gens et j'ai vu qu'ils étaient aussi assez dépressifs pendant au moins 1 heure. Et donc, je pense que c'est une bonne illustration du pouvoir de la question. Hein, selon la manière dont nous posons les questions, le travail scientifique peut différer du tout au tout, et donc nous nous concentrons, à la chaire intelligence spatiale, nous nous concentrons beaucoup sur les questions. Merci Jacques Lévy, qui va pas nous quitter si vite. Ah bon? Puisque nous avons maintenant une autre séquence qui le concerne aussi. Il s'agit d'un film. Un film qu'il a réalisé avec...